Mercredi 5 janvier, Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour l'édition du 19h. Tout de suite, les titres de ce journal. Reprise des fonctions de l'ambassadeur d'Algérie en France dès demain. Mohamed Antar Daoud a été reçu par le président de la République Abdelmajid Tebboune aujourd'hui. Goodluck Jonathan en visite à Bamako pour transmettre un message au colonel Assimi Goïta, un message de la part des dirigeants des États ouest-africains. Santé Covid-19, un nouveau variant qui aurait été découvert en France. Une personne revenant du Cameroun aurait contaminé au moins 12 personnes avec ce nouveau variant. Sport, football, l'Algérie bat le Ghana avec 3-0. C'était la dernière ligne droite pour la sélection algérienne avant d'entamer l'aventure africaine. Fait marquant du jour, donc, Mohamed Antar Daoud a été reçu par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Aujourd'hui, l'ambassadeur d'Algérie en France reprendra ses fonctions dès demain, jeudi. Il avait été rappelé en octobre suite aux déclarations inappropriées du président français Emmanuel Macron sur notamment la nation algérienne. Le forum d'El Moudjahid en partenariat avec l'association Mishal el-Shahid a accueilli à l'occasion de la journée du martyr palestinien des représentants de différentes organisations militantes pour la libération de ce pays arabe. Sofiane Baroudi était sur place. À l'appel d'associations algériennes, principalement le comité de solidarité avec le peuple palestinien, et en présence de personnalités, à l'instar du conseiller du président algérien Nazih Barramdan et du grand moudjahid algérien Mohamed Tahir Abdeslam, un proche de l'OLP historique dirigé par Abou Ammar. Je rends ici hommage au martyr Ahmed Yassine et aussi à Abou Djihad, dont j'ai assisté à l'enterrement solennel à Tunis. Je tiens également à citer le martyr Yasser Arafat, qui est mort empoisonné, je le dis, par des mains palestiniennes et arabes. Et je n'oublierai pas le martyr Abu al-Abbas, qui a été tué par les Américains en Irak. Les représentants des fractions combattantes ont exprimé leur adhésion à l'initiative unificatrice proposée par le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune et ont à l'unanimité déclaré leur respect pour le rôle que joue l'État algérien et pour le peuple algérien, dont le soutien indéfectible ne s'est jamais démenti sur les questions de principe, tel le soutien au peuple palestinien et à ses aspirations légitimes. Nous avons reçu au Front démocratique pour la libération de la Palestine l'invitation du président Abdelmajid Tebboune dans l'objectif de célébrer une conférence unificatrice et en finir avec les divisions entre fractions. Nous avons accueilli cette initiative avec enthousiasme et grande considération et égard aux efforts déployés par le président algérien hautement soucieux de soutenir activement le combat du peuple palestinien jusqu'à consécration de son droit à l'édification d'un État avec Al-Quds pour capitale et le retour des réfugiés. Les représentants de l'OLP, du FDLP, du Front militant palestinien et du Hamas ont rappelé leur attachement à la défense des droits du peuple palestinien, surtout les prisonniers politiques en lutte dans les geôles sionistes. Nous enregistrons d'abord notre fierté et notre soutien à la lutte des prisonniers politiques palestiniens qui mènent en ce moment même un combat contre le régime carcéral. Ce sont nos martyrs vivants. Il y a plus de 4700 prisonniers politiques palestiniens, dont 500 soumis au régime de la détention administrative. La détermination à mener le combat pour la préservation des lieux saints de l'islam a également été clairement exprimée. Nous disons clairement qu'il y a des lignes rouges qui peuvent à n'importe quel moment faire exploser la situation vers une nouvelle confrontation avec l'occupant, notamment concernant la ville sainte et la mosquée Al-Aqsa, comme nous l'avons vu à l'occasion de la bataille de Saïf al-Quds, en réponse aux agressions et aux provocations récurrentes des colons.
La nécessité de réunir toutes les fractions combattantes et les organisations militantes a été l'objet principal de la réunion qui vise à préparer la création d'un front commun pour lutter contre le colonialisme sioniste, initiative qu'Alger a exprimée de ses vœux. Nous avons mené avec les différentes organisations combattantes plusieurs sessions d'un dialogue national palestinien dont la réunion a regroupé les dirigeants de toutes les fractions à Beyrouth, Ramallah. Le résultat de ce processus a été l'entente sur la nécessité d'en finir avec les dissensions, de suspendre la coopération sécuritaire avec l'occupant sioniste et de refermer définitivement la page des accords d'Oslo. Nous avons également convenu de ne plus miser sur le quator international ni sur l'administration américaine qui nous a tant déçus en soutenant à tort et à travers les agissements de l'occupation. La commémoration des martyrs algériens et palestiniens tombés pour la liberté s'est clôturée sur une note de grande détermination. Au Soudan, les manifestations se poursuivent alors que le Premier ministre a démissionné ce dimanche. Les manifestants revendiquent l'instauration d'un gouvernement civil alors que la répression poursuit son cours. Safouane Ben Sabri. Tirs de lacrymogènes, pneus brûlés et barricades, c'est le décor médiatique qui rythme le paysage politique du pays. La tension ne baisse pas d'un cran au Soudan, les manifestations contre le pouvoir militaire en place continuent d'alimenter le quotidien des Soudanais depuis plusieurs semaines. Ce mercredi, des milliers de manifestants se sont réunis dans la capitale et dans d'autres villes du pays, telles que Port-Soudan et Niala, et ce malgré le déploiement massif des forces de sécurité suite aux instructions de Abdel Fattah al-Burhan. Les revendications des manifestants qui prônent l'instauration d'un gouvernement civil et démocratique ne semblent pas trouver écho étant donné la démission dimanche du Premier ministre Abdallah Hamdouk. Le retrait de ce dernier a embrasé l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays. En démissionnant, Hamdouk a déclaré avoir tenté d'empêcher le pays de glisser vers la catastrophe et que le Soudan se trouvait désormais à un carrefour dangereux menaçant sa survie. La répression des manifestants a fait au moins 57 morts et des centaines de blessés depuis le 25 octobre, date à laquelle al-Burhan est arrivé au pouvoir. Le pays est depuis plus de 2 mois le théâtre de manifestations protestant contre les mesures d'exception prises par al-Burhan, notamment la dissolution du Conseil de souveraineté et du Conseil des ministres de transition, l'arrestation de responsables et d'hommes politiques, ainsi que l'imposition de l'état d'urgence. Et toujours concernant la situation au Soudan, après une nouvelle journée de manifestations contre le régime militaire, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni et la Norvège ont exhorté les militaires soudanais à ne pas nommer unilatéralement un Premier ministre en remplacement du civil Abdallah Hamdouk. Et suite à la proposition du Mali d'une prorogation de la période de transition de 5 ans, l'émissaire des États ouest-africains s'est rendu aujourd'hui à Bamako pour transmettre un message au colonel Assimi Goïta. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan a donc transmis un message de la part des dirigeants de la région 4 jours avant un sommet à haut risque pour le pays en crise. La teneur n'en est pas connue. Touristique du régime du Marzen avec l'entité sioniste. Les déclarations de Abd Samad Fethi, vous pouvez les voir s'afficher sur vos écrans. Il a estimé que cette normalisation constituait la voie que les sionistes ont choisi d'emprunter pour conquérir le royaume, affirmant qu'il serait illusoire de croire que leur présence se limitera au secteur touristique. Abd Samad Fethi, qui est le président de l'organisation marocaine de soutien aux causes de la nation et vice-coordonnateur du Front marocain de soutien à la Palestine. Le rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie, qui aurait été réalisé sur orientation du palais royal marocain, Farid Belhadj, ancien chef de cabinet du président de la Banque mondiale et ami proche du prince du Maroc, en serait à l'origine.
En Tunisie, une patrouille sécuritaire a été la cible d'une attaque terroriste. Il s'agit d'une attaque à l'arme blanche perpétrée par un individu qui a reconnu être un adepte d'une organisation terroriste interdite en Tunisie, d'après les autorités sécuritaires tunisiennes. Selon le substitut du procureur de la République et porte-parole officiel du tribunal de première instance de Kabylie, l'élément terroriste a indiqué que l'organisation projetait de cibler des personnalités et des dirigeants politiques, dont le président de la République tunisienne, Kais Saied, lors de ses déplacements et visites sur le terrain. Tunisie toujours, où le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail a déclaré que les Tunisiens ne maîtrisent pas tous la technologie. Il faisait référence à la participation des citoyens à la consultation nationale en ligne via une plateforme électronique. D'après l'UGTT, la consultation en ligne n'est pas efficace et ne peut se substituer au dialogue. Une consultation populaire en ligne, soit via plateforme électronique, a été lancée à titre expérimental samedi et débutera officiellement à la mi-janvier pour recueillir les suggestions et opinions des Tunisiens sur les questions politiques, sociales, économiques ou bien même culturelles. Et au sud du continent, un suspect a été présenté devant les juridictions dans l'affaire de l'incendie du Parlement sud-africain. Il s'agit de Zandile Maf, 49 ans. Son avocate a nié les accusations portées contre son client, selon lesquelles il aurait eu une liaison avec l'incendie. Selon elle, il est impossible pour son client, un sans-abri, de pouvoir pénétrer dans le bâtiment du Parlement et savoir les points clés à brûler. Le juge a ajourné l'audience pour examiner d'autres éléments de preuve. Et on va à présent parler de cette affaire d'écoute téléphonique en Pologne. Au moins un membre de l'opposition, un avocat et une procureure auraient été espionnés à l'aide du logiciel Pegasus. Le chef de l'opposition, Donald Tusk, accuse le gouvernement conservateur d'en être à l'origine. Le Premier ministre rejette les accusations d'espionnage. Le fabricant sioniste du logiciel, Pegasus, affirme pourtant qu'il ne vend son produit qu'à des gouvernements et à leurs services de renseignement. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan s'est exprimé hier sur la situation économique et sanitaire dans le pays. Erdogan a déclaré que malgré l'épidémie de coronavirus et la crise économique, la Turquie n'a pas cessé d'avancer vers ses objectifs, soulignant être aux côtés de ses concitoyens dans tous les domaines. Le chef de l'État turc a ajouté, je cite, « Tout comme ceux des taux de change, nous supprimerons les effets négatifs de l'inflation aussi. Nous sommes déterminés à faire en sorte que notre peuple ne soit pas touché par les fluctuations des taux de change ou des hausses des prix exorbitantes. » Fin de citation. Et après les violentes attaques lancées plus tôt cette semaine contre l'Arabie saoudite par le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le président Michel Aoun a réaffirmé la volonté du Liban à maintenir de bonnes relations avec Riyad, se démarquant des propos du leader du parti chiite pro-iranien. La violente charge de Hassan Nasrallah intervient alors que le gouvernement tente de résoudre la crise diplomatique qui a éclaté en octobre avec les pays du Golfe après des propos de l'ex-ministre de l'Information critiquant la guerre du Yémen. Et au Kazakhstan, en raison plutôt de la hausse des prix du gaz dans un pays connu pour son hiver impitoyable et son froid glacial, le président du pays a accepté mercredi soir la démission de son gouvernement, une décision forcée qui fait suite aux manifestations qui ont agité une province riche en pétrole de ce pays d'Asie centrale. Depuis dimanche, date du début du mouvement de contestation, la grogne populaire ne faiblit pas. Mohamed Amin Berkane. C'est des scènes inédites dans un pays riche en gaz. Le Kazakhstan est secoué depuis dimanche par un mouvement de protestation en raison de la hausse des prix de cette énergie très importante à la survie des populations dans une région où un froid glacial sévit. Dans un dernier rebondissement, le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a accepté la démission du gouvernement dirigé par le premier ministre Askar Mamin. La veille, le chef d'État avait décrété l'état d'urgence à partir du 5 janvier
Et ce, jusqu'au 19 du mois en cours, dans cette région pétrolifère de Manguisto et Almaty, la capitale économique dans le sud-ouest du pays. Un couvre-feu a été instauré de 23h à 7h heure locale. Kassim Jomart Tokayev a appelé les manifestants à s'armer de sagesse et ne pas verser dans la violence. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Le mouvement de colère a débuté dimanche après une hausse des prix du gaz naturel liquéfié dans la ville de Janhausen, dans l'ouest de ce pays riche en ressources naturelles, avant de s'étendre dans la grande ville régionale d'Akto, sur les bords de la mer Caspienne. Cette manifestation, dans un pays autoritaire où ce type de rassemblement est rare, fait suite à un mouvement de colère que le gouvernement n'arrive toujours pas à contrôler. Le Kazakhstan, première économie d'Asie centrale, habituée par le passé à des taux de croissance à 2 chiffres, souffre de la baisse des prix du pétrole et de la crise économique en Russie qui a mené à la dévaluation de la monnaie kazakh, à une forte inflation. Et la police au Kazakhstan qui a fait état ce mercredi de plus de 200 arrestations et de dizaines de ses agents blessés après ces manifestations contre la hausse des prix du gaz. Le Kazakhstan qui connaît également une panne d'Internet à l'échelle nationale après une journée de perturbation de l'Internet mobile et de restrictions partielles. Une panne donc qui est susceptible de limiter sévèrement la couverture des manifestations qui s'intensifient. Et concernant l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, le ministère américain de la Justice a indiqué qu'un ancien militaire colombien a été inculpé hier aux États-Unis pour sa participation présumée à cet assassinat. Il encourt la réclusion à perpétuité. Pour rappel, le Premier ministre Ariel Henry avait dénoncé une tentative d'assassinat contre lui lors des célébrations de la fête nationale samedi dernier. En Colombie, 23 personnes sont mortes dans des affrontements entre des membres de l'ELN, la dernière guérilla encore active dans le pays, et des dissidents de l'ex-guérilla des FARC. Des combats qui ont eu lieu dans plusieurs municipalités rurales dans le département de l'Arauca, frontalier du Venezuela. On va parler économie. L'un des grands pays importateurs de céréales, l'Algérie, a acté un changement dans sa politique agricole avec l'orientation vers l'amélioration de la production comme moyen de diversifier son économie et réduire sa dépendance aux importations. Le site américain spécialisé dans le secteur céréalier world-grain.com révèle que l'Algérie vise à assurer son autosuffisance en céréales dans un avenir proche. Mohamed Wali Ben Chaban nous en parle. Le site américain spécialisé dans le secteur céréalier worldgrain.com a mis en exergue la volonté du gouvernement algérien d'augmenter la production agricole. La volonté d'augmenter la production agricole a motivé la promulgation par le gouvernement algérien d'une nouvelle feuille de route pour la croissance des secteurs agricoles, clé en mettant l'accent sur les investissements du secteur privé. En outre, la même source qui trace le marché mondial des graines a considéré que la feuille de route du secteur agricole offre un environnement propice aux investisseurs étrangers, désireux d'investir dans l'agriculture algérienne, notamment en conservant les dispositions de 2008 pour les investisseurs qui louent des terres publiques à cultiver pendant 40 ans. La même source a évolué à 3,5 millions d'hectares la production céréalière entre 2020 et 2021 contre 3,2 millions durant la période précédente. Les investisseurs internationaux et locaux intéressés par la filière céréalière algérienne peuvent également s'appuyer sur les dispositions de la loi de finances telles que les taux de prélèvement à la source favorables aux entreprises, la mise en place d'un système de dépôt électronique et l'exonération des startups agréées de la taxe d'activité professionnelle, de l'impôt global sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés pendant au moins 48 mois, a noté la source américaine. Le site américain a estimé que l'Algérie a consommé plus de 11 millions de tonnes des produits céréaliers en 2020-2021 et 11,2 millions en 2021-2022, tout en indiquant que la loi de finances 2022 a exonéré les céréales et les aliments pour animaux de la récente augmentation des taux de TVA de 17% à 19%.
On va parler énergie avec les prix du pétrole qui ont poursuivi aujourd'hui leur hausse, prolongeant leur gain de la veille suite à un rebond de près de 1,02%. Le cours du pétrole Brent ont atteint en fin d'après-midi le seuil de 80,82 $. Quant au prix du baril de West Texas Intermediate, ils ont atteint 77,78 $. Les cours de l'or ont augmenté dans les échanges de ce mercredi. Les prix du métal précieux ont augmenté de 0,13%. Pour sa part, le marché des céréales affiche une nouvelle hausse après une période de baissière, tant en blé tendre qu'en orge fourragère ou en maïs. Dans le dossier santé, Covid-19, 462 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 252 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. D'après le dernier communiqué du ministère de la Santé, le dispositif actuel de prévention contre la pandémie de la Covid-19 a été reconduit pour une durée de 10 jours. Et en Côte d'Ivoire, les autorités confirment la présence du variant Omicron. Le pays connaît depuis 2 semaines une explosion du nombre de cas de Covid-19, 15 000 cas en décembre, avec un pic record à 2500 cas pour la seule journée du 31. Côté vaccination, le pays dépasse à peine les 2 millions de personnes totalement vaccinées et 7 millions de doses administrées, loin de l'objectif affiché d'une vaccination de 70% de sa population. Et aux États-Unis, les cas de la Covid-19 explosent. Plus d'1 million de contaminations enregistrées en 24 heures. Face à cette hausse impressionnante de contamination, le gouvernement américain parle de montée en flèche, un pic qui devrait durer encore quelques semaines. Les détails avec Neylaït Hamouda. Les États-Unis ouvrent l'année 2022 avec un nouveau record de contamination de Covid-19. Plus d'1 million de cas de Covid recensés en une seule journée. Un chiffre jamais atteint depuis le début de la pandémie dans le monde. Des chiffres boostés par le variant Omicron qui représente 59% des nouveaux cas dans le pays. Les autorités américaines ont autorisé le rappel vaccinal pour les enfants de 12-15 ans et réduit de 6 à 5 mois le délai avant l'injection de la 3e dose pour toutes les tranches d'âge. Mais des milliers d'Américains n'ont reçu aucune dose de vaccin. Nouveau record en France, plus de 270 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, ce qui en fait actuellement le pays européen le plus touché par l'épidémie avec le Royaume-Uni. Cette 5e vague n'a toujours pas atteint son pic et a vu en une semaine sa courbe grimper en flèche sous l'effet du variant Omicron. Le nombre de contaminations dues au variant Omicron explose au Royaume-Uni. Plus de 200 000 cas ont été recensés en 24 heures. Boris Johnson estime que des restrictions supplémentaires ne devrait pas être nécessaire. L'Argentine connaît elle aussi une hausse spectaculaire du nombre de personnes positives au Covid-19. Pas moins de 81 000 nouveaux cas recensés mardi, près du double de la veille. Pour rappel, l'Argentine, comme d'autres pays, a réduit la semaine dernière la durée de la quarantaine pour les positifs au Covid de 10 à 7 jours pour tenter de minimiser l'impact sur l'activité économique. Un mois avant le coup d'envoi des JO d'hiver, la Chine garde plus que jamais le cap de sa politique zéro Covid. Toutes les installations autour des Jeux olympiques d'hiver de Pékin sont mises dans une bulle sanitaire. Elle va permettre d'éviter tout contact entre les 3000 athlètes et la population locale. À l'intérieur de cette boule fermée, des mesures sanitaires strictes vont être mises en place. Et puis cette annonce de l'Organisation mondiale de la santé, la multiplication des cas d'Omicron dans le monde pourrait accroître le risque d'apparition d'un nouveau variant plus dangereux de la Covid-19. Si au niveau individuel, le risque d'hospitalisation est particulièrement moindre avec le variant Omicron qu'avec Delta. Dans l'ensemble, Omicron pourrait constituer une menace plus importante en raison du nombre de cas, toujours d'après l'OMS. Et puis ce nouveau variant qui aurait été découvert en France, une personne revenant du Cameroun aurait contaminé au moins 12 personnes avec ce nouveau variant. Il pourrait avoir une origine camerounaise et a été classé par l'Organisation mondiale de la santé parmi les variants sous surveillance. Un premier article scientifique indique que les personnes infectées présentent des combinaisons de mutations atypiques. 46 mutations ont ainsi été identifiées contre 37 pour le variant Omicron.
On va parler sport, football, en vue des préparations pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021. La sélection algérienne de football s'est imposée il y a quelques instants face à son homologue ghanéen sur le score de 3-0 en match amical disputé au stade Education City Stadium à Doha. Adam Ounas a ouvert le score après 8 minutes de jeu avant que Jonathan Mensah marque contre son camp à la 74e minute. 5 minutes plus tard, Islam Slimani marque le 3e but avec les siens. Avec cette nouvelle victoire, l'Algérie garde sa série d'invincibilité avec 34 matchs sans la moindre défaite. Pour rappel, l'équipe nationale de football raillera demain à bord d'un vol spécial à la ville de Douala pour prendre part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun. Et puis la sélection tunisienne, elle, entamera la Coupe d'Afrique des Nations le 12 janvier face au Mali, qui reste l'un des favoris du tournoi. Les hommes de Moundir El Kebir ont entamé hier leur dernière séance d'entraînement avant de se rendre au Cameroun. 3 ans après leur demi-finale en Égypte, les Aigles de Carthage tenteront de rééditer l'exploit, même si le défi à relever ne sera pas une simple sinécure. Notre envoyé spécial au Cameroun, Karim Belarbi, en escale en Tunisie, a assisté à cette dernière séance d'entraînement et s'est approché de Elias Riri, qui est revenu sur la présence de la sélection algérienne en Coupe d'Afrique. On écoute. C'est une équipe qui a montré certaines certitudes sur les dernières saisons, avec de beaux résultats et un collectif très soudé. Sur ça, il faut les féliciter et bravo à l'équipe nationale algérienne. Maintenant, tout est à reprouver. Une nouvelle compétition commence. Et qui de vous ne se souvient pas de ce petit accrochage en finale de FIFA Arab Cup entre le défenseur algérien Hossein Ben Yada et le milieu de terrain tunisien Hannibal Medjbri. Le sociétaire de Manchester United est revenu sur cette action qui, selon lui, ne méritait pas d'être médiatisée et que l'Algérie était plus qu'une nation de football, à son sens. On l'écoute toujours au micro de notre envoyé spécial Karim Belarbi. Ce qui s'est passé sur le terrain, en dehors du terrain... Il est venu me voir, on a discuté, il s'est excusé, je me suis même excusé. Mais c'est un fait de jeu, les Algériens, c'est nos frères, j'ai de très bons amis algériens. Les Algériens, on sait ce qu'il y a entre les Algériens et la Tunisie. C'est une relation qu'on ne peut pas décrire. Donc il n'y a rien du tout. Maintenant, c'est du passé. Pourquoi pas se revoir à la CAN, Inch'Allah. On va parler cinéma avant de se quitter. Flea, Great Freedom et La Voix d'Aïda sont les 3 films sélectionnés pour le prix Luxe du public 2022 qui sera remis à Strasbourg en juin prochain. Ce nouveau prix pour le cinéma européen est soumis au vote du public après un vote initial de 3 films des membres du Parlement européen. MLM Zenzitouni. Soutenir le cinéma européen et inspirer le débat sur des thèmes d'actualité. C'est dans cette optique que le Parlement européen, en collaboration avec l'European Film Academy, a mis en place ce nouveau prix. Lancé conjointement en septembre 2020 par les 2 organismes en partenariat avec la Commission européenne et Europa Cinemas qui rassemble 3000 salles indépendantes en Europe, le prix Luxe montre la richesse et la diversité du cinéma européen. Le premier film sélectionné, Flea, est un documentaire d'animation qui a déjà remporté de nombreux prix, dont le Cristal du meilleur film à Annecy. La Voix d'Aïda a récemment remporté 3 prix européens du cinéma, dont celui du meilleur film. Le 3e nominé est Great Freedom de Sébastien Mez qui a eu le prix du jury. Les 3 films nominés sont sous-titrés dans les 24 langues de l'Union européenne et seront projetés de la mi-mars à la mi-mai 2022 dans tous les pays européens. Ils sont aussi accessibles en ligne à la demande sur de nombreuses plateformes où chacun a le droit de regarder et de voter jusqu'au 25 mai pour son film préféré. Les votes du public et des membres du Parlement européen vont ainsi désigner le gagnant de ce prix, chaque groupe ayant un poids de 50% dans la note finale. Le gagnant sera annoncé lors d'une cérémonie au Parlement européen le 8 juin prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec MLM Zitouni. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h. Excellente soirée sur Al24 News.